Un policier jette une scolopendre sur une femme âgée noire. Ce que son mari a fait ensuite va vous choquer. Que feriez-vous si vous étiez témoin d'un acte de cruauté envers quelqu'un que vous aimez profondément? Dans la paisible ville de Clermont-Ferrand, au cœur de l'Auvergne, Madame Aminata Diop, une charmante dame noire de 72 ans, balayait tranquillement le trottoir devant sa maison par un vendredi après-midi ensoleillé du 31 janvier 2025. Le soleil brûlant de l'été français frappait les rues presque désertes du quartier lorsqu'une voiture de police s'arrêta brusquement devant sa résidence. Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de commenter de quelle ville vous regardez cette histoire émouvante. Ce qui s'est passé ensuite a laissé Madame Diop et les quelques passants dans un état de choc. Un policier, visiblement agité, est descendu du véhicule en tenant quelque chose dans ses mains. Sans aucune provocation, il s'est approché de la vieille dame et, dans un acte d'une cruauté injustifiable, a jeté une énorme scolopendre sur elle. La terreur dans les yeux de Madame Diop était palpable alors qu'elle criait et se débattait, essayant de se débarrasser de l'arthropode venimeux. Monsieur Ousmane Diop, le mari de Madame Aminata, un homme connu pour son calme et son intégrité, a été témoin de la scène depuis la fenêtre de leur maison. L'expression sur son visage est passée de la surprise à une détermination sombre que personne n'avait jamais vue auparavant. Ce qui a suivi fut une série d'événements qui ont ébranlé les fondements de la petite ville et soulevé des questions profondes sur la justice, la vengeance et les limites de l'être humain face à l'injustice. Alors que Madame Diop était secourue par des voisins, Monsieur Diop a disparu pendant plusieurs heures. Que préparait-il? Jusqu'où un homme paisible pouvait-il aller pour défendre l'honneur de sa femme et exiger justice? Les 24 heures suivantes allaient révéler une facette de Monsieur Diop que personne n'imaginait exister, laissant la communauté partagée entre l'horreur et l'admiration. Tandis que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre, la tension dans la ville montait. L'affaire a rapidement pris des proportions nationales, exposant les plaies ouvertes du racisme structurel et de l'abus d'autorité en France. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Ce que Monsieur Diop a fait ensuite n'a pas seulement choqué tout le monde, mais a également déclenché un débat national sur les limites de la loi et le pouvoir de la vengeance. Certaines injustices sont-elles trop grandes pour être pardonnées? Jusqu'où iriez-vous pour protéger ceux que vous aimez? Le soleil se leva sur Clermont-Ferrand, révélant une ville transformée. Les rues, habituellement calmes à cette heure, étaient remplies de journalistes et de curieux. L'affaire de Madame Diop était devenue l'épicentre d'une tempête médiatique qui secouait la France entière. Madame Aminata Diop, encore ébranlée par les événements de la veille, était assise sur son balcon, entourée de sa famille et de voisins solidaires. Son visage, marqué par le temps et la sagesse, portait maintenant une expression de profonde tristesse et d'indignation. Elle avait passé la nuit à l'hôpital, traitée pour le choc et quelques blessures légères causées par sa chute pendant l'incident. « Je n'aurais jamais pensé vivre jusqu'à mes 72 ans pour subir une telle chose », murmura-t-elle, tandis que sa petite fille, Sophie, tenait sa main ridée. Sophie, une jeune avocate de 28 ans, avait du mal à contenir sa colère. « Mamie, ça ne peut pas rester impuni. Nous allons nous battre pour la justice. » Pendant ce temps, au commissariat local, le commandant Lefebvre, un homme d'âge moyen avec 25 ans de service, faisait face aux policiers responsables de l'acte. L'agent Thomas Dubois, 32 ans, connu pour son tempérament explosif, était en détention et affichait un mélange de remords et de peur. « Pour l'amour du ciel, commandant, je ne sais pas ce qui m'a pris », implora Dubois. Je venais de sortir d'une intervention stressante, j'ai vu cette scolopendre dans la voiture et j'ai simplement perdu la tête. Le commandant Lefebvre, un homme habituellement mesuré, avait du mal à contenir sa fureur. Perdu la tête? Vous avez déshonoré toute la police, Dubois, une dame âgée, bon sang. De l'autre côté de la ville, au café du commerce, un groupe d'habitants discutait avec véhémence de l'incident.
Parmi eux se trouvait Malik, un jeune homme noir de 25 ans et ami de la famille Diop. « C'est la France qu'on connaît, mais qu'on fait semblant de ne pas voir », déclara Malik, frappant du poing sur la table. Si ça s'était passé dans un quartier chic, avec une dame blanche, ce policier serait déjà en prison. La tension dans la ville était palpable. Des groupes de défense des droits de l'homme commençaient à se mobiliser, exigeant une punition exemplaire pour le policier et des mesures contre le racisme institutionnel. Sur les réseaux sociaux, l'affaire devenait virale, avec des hashtags comme « Justice pour Madame Diop » et « Stop au racisme » gagnant en popularité à chaque minute. Pendant ce temps, M. Ousmane Diop restait introuvable. Personne ne connaissait sa localisation depuis l'incident. Certains craignaient le pire, d'autres spéculaient sur de possibles actes de vengeance. L'absence de cet homme, connu pour son calme et sa sagesse, ajoutait une couche supplémentaire de mystère et d'appréhension à une situation déjà volatile. En fin d'après-midi, une manifestation commença à se former devant le commissariat. Des centaines de personnes de tous âges et de toutes origines portèrent des pancartes et criaient pour réclamer justice. Parmi eux se distinguait l'imam Karim, un leader spirituel respecté dans la communauté. « Nous ne pouvons pas laisser la haine et la violence contaminer nos cœurs », prêchait l'imam à la foule. « Mais nous ne pouvons pas non plus rester silencieux face à l'injustice. Nous avons besoin de changements réels, pas seulement de paroles creuses. » À la tombée de la nuit, la tension dans la ville atteignait son paroxysme. Personne ne savait ce que le lendemain apporterait. Justice, vengeance ou quelque chose de encore plus surprenant. Chez elle, Madame Diop regardait par la fenêtre, son esprit partagé entre l'inquiétude pour le sort de son mari et l'espoir que quelque chose de bien puisse émerger de cette situation douloureuse. Elle soupira profondément, sentant le poids de décennies de lutte contre les préjugés. « Ousmane, mon vieux, où es-tu passé ?» chuchota-t-elle pour elle-même, tandis qu'une larme solitaire coulait sur son visage ridé. La ville attendait, le souffle suspendu, le prochain chapitre de cette histoire qui avait touché le cœur de la France et exposé des blessures profondes que beaucoup préféraient ignorer. L'aube du deuxième jour après l'incident apporta avec elle une atmosphère chargée de tension et d'attente. La ville de Clermont-Ferrand, habituellement paisible, bouillonnait maintenant d'une énergie presque palpable. Dès le petit matin, une foule se forma devant le commissariat local. Des pancartes exigeant justice et une punition exemplaire pour le policier responsable de l'attaque contre Madame Diop étaient brandies par des mains déterminées. Parmi les manifestants se trouvaient des personnes de tous âges et de toutes classes sociales, unis par un sentiment commun d'indignation. À l'intérieur du commissariat, le commandant Lefebvre faisait face au plus grand défi de sa carrière. La pression venant d'en haut était immense. L'affaire était remontée jusqu'aux plus hauts échelons du gouvernement et on exigeait une résolution rapide et exemplaire. « Commandant, le ministre de l'Intérieur suit personnellement cette affaire », dit le préfet Rousseau lors d'un appel vidéo. « Nous avons besoin d'une action immédiate. » Le policier impliqué doit être suspendu et poursuivi avec toute la rigueur de la loi. Pendant ce temps, au domicile des Diop, une petite armée de journalistes se bousculait, essayant d'obtenir des déclarations exclusives. Sophie, la petite fille avocate, avait assumé le rôle de porte-parole de la famille. « Ma grand-mère est profondément bouleversée, non seulement par l'attaque elle-même, mais par tout ce qu'elle représente », déclara Sophie, sa voix ferme malgré l'émotion évidente. Ce n'est pas un cas isolé, c'est le reflet d'un problème systémique qui doit être affronté. L'absence continue de M. Ousmane Diop ajoutait une couche supplémentaire de mystère et d'inquiétude. Des rumeurs commencèrent à circuler dans la ville. Certains disaient l'avoir vu dans une ville voisine, d'autres juraient qu'il préparait une sorte de représailles. En milieu d'après-midi, un rebondissement inattendu secoua la ville. Une vidéo anonyme commença à circuler sur les réseaux sociaux, montrant l'agent Thomas Dubois dans des situations compromettantes. Dans la vidéo, on le voyait accepter des pots de vin et agresser d'autres citoyens lors d'occasions précédentes. L'origine de la vidéo était un mystère, mais son impact fut immédiat et dévastateur.
En quelques heures, l'affaire de Madame Diop n'était plus seulement un incident isolé, mais était devenue un symbole de la lutte contre la corruption et l'abus de pouvoir. Les rues de la ville, déjà agitées, semblaient maintenant sur le point d'exploser. Des groupes de manifestants marchaient vers la mairie, exigeant une enquête complète non seulement sur l'incident avec Madame Diop, mais sur l'ensemble du corps de police. À l'hôpital local, où Madame Diop avait été emmenée pour un examen de routine, les médecins remarquèrent quelque chose d'inquiétant. Le stress des derniers jours avait significativement affecté sa santé. Sa tension artérielle était dangereusement élevée et elle présentait des signes d'épuisement extrême. Madame Diop a besoin d'un repos absolu, expliqua le docteur Martin à Sophie. Le stress peut causer des complications sérieuses chez une personne de son âge. Cette nouvelle ajoutait un nouveau niveau d'urgence à la situation. La famille de Madame Diop, déjà ébranlée par les événements récents, faisait maintenant face à l'inquiétude supplémentaire concernant sa santé. Pendant ce temps, dans un retournement de situation surprenant, l'agent Thomas Dubois, qui était en détention, demanda à parler. Dans une salle d'interrogatoire, face au commandant Lefebvre et à un procureur, il commença à révéler un réseau de corruption qui allait bien au-delà de l'incident avec Madame Diop. « Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait », dit Dubois, sa voix tremblante. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Depuis des années, on nous pousse à agir de manière discriminatoire, à fermer les yeux sur certains crimes. Et ceux qui n'obéissent pas, ces révélations promettaient d'ébranler les structures du pouvoir local, impliquant des figures éminentes de la politique et de la sécurité publique. À la tombée de la nuit, la ville de Clermont-Ferrand se trouvait à un point d'ébullition. L'affaire qui avait commencé par un acte de cruauté envers une femme âgée noire s'était transformée en un catalyseur pour des changements profonds. Et il y avait toujours la question non résolue. Où était Monsieur Ousmane Diop ? Son absence continuait d'intriguer tout le monde. Certains craignaient qu'il ne fasse quelque chose de drastique. D'autres espéraient que sa réapparition éventuelle apporterait une sorte de résolution à toute cette situation chaotique. La ville attendait, tendue et expectante, les développements du lendemain. Quelles autres révélations allaient surgir? Quel serait le sort de Madame Diop, de l'agent Dubois et de tous ceux impliqués dans cette affaire qui avait capté l'attention de tout le pays? Le troisième jour après l'incident se leva avec une atmosphère chargée d'attente. La ville de Clermont-Ferrand, autrefois un point presque invisible sur la carte de France, était maintenant l'épicentre d'un ouragan médiatique et social. Les révélations de l'agent Thomas Dubois avaient ouvert une boîte de Pandore. Des journalistes de tout le pays affluaient vers la ville, avides de plus de détails sur le réseau de corruption qui semblait s'étendre bien au-delà du commissariat local. À l'hôpital, Madame Aminata Diop recevait des visites constantes d'amis, de familles et même d'inconnus qui voulaient exprimer leur solidarité. Sophie, sa petite fille, partageait son temps entre prendre soin de sa grand-mère et coordonner la défense juridique de la famille. « Nous ne voulons pas seulement justice pour ma grand-mère », déclara Sophie lors d'une conférence de presse improvisée dans les couloirs de l'hôpital. Nous voulons un changement systémique. Cette affaire a mis en lumière des problèmes profonds dans notre société et nous ne pouvons pas laisser cela être oublié ou minimisé. Pendant ce temps, une intrigue inattendue commençait à se dérouler. Des habitants des quartiers périphériques de la ville ont commencé à partager sur les réseaux sociaux leurs propres histoires d'abus policiers et de discrimination. Ce qui avait commencé comme un filet d'eau s'est rapidement transformé en un torrent de témoignages, créant une mosaïque choquante d'injustices longtemps ignorées. Au centre-ville, une nouvelle manifestation prenait forme. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement de Madame Diop ou du policier corrompu. C'était un cri collectif pour le changement, pour un système de justice plus équitable, pour un avenir où la couleur de la peau ne déterminerait pas la façon dont une personne serait traitée par les autorités. Parmi les manifestants, la figure de l'imam Karim se distinguait. Son sermon improvisé sur les marches de la mosquée principale captait l'esprit du moment. Nous ne pouvons pas laisser la haine nous consumer. Sa voix résonnait sur la place. Mais nous ne pouvons plus non plus nous taire face à l'injustice. C'est le moment de transformer notre indignation en action, notre colère en changement positif.
Au commissariat, le commandant Lefebvre faisait face à son propre dilemme moral. Les révélations de Thomas Dubois impliquaient plusieurs de ses collègues et supérieurs. Il se trouvait face à un choix difficile: rester loyal à l'institution ou aider à exposer la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Après des heures de réflexion, Lefebvre prit sa décision. Dans un geste audacieux, il contacta directement le procureur de la République, s'offrant pour témoigner et fournir des preuves supplémentaires sur la corruption au sein du département. « Je ne suis pas devenu policier pour ça », dit-il au procureur. « Il est temps de faire le ménage, quoi qu'il en coûte. » Pendant ce temps, un nouvel élément vint compliquer davantage la situation. Une vidéo anonyme commença à circuler sur les réseaux sociaux, montrant M. Ousmane Diop, le mari disparu de Madame Aminata, dans une ville voisine. Dans la vidéo, il semblait être réuni avec un groupe de personnes, dont certains visages connus de la politique locale. Les spéculations allaient bon train. M. Diop préparait-il une sorte de représailles? Ou y avait-il quelque chose de plus derrière sa disparition? La tension dans la ville atteignit de nouveaux sommets. La police, déjà démoralisée par les récentes révélations, se voyait maintenant pressée de localiser M. Diop avant que quelque chose de plus grave ne se produise. À l'hôpital, Madame Diop regardait tout cela à la télévision de sa chambre, son visage un mélange d'inquiétude et de détermination. « Ousmane a toujours été un homme de paix », dit-elle à Sophie. Mais il a aussi toujours été un homme de justice. Quoi qu'il fasse, je suis sûr que c'est pour le bien. Alors que la nuit tombait sur Clermont-Ferrand, la ville semblait être au bord d'une profonde transformation. L'affaire, qui avait commencé par un acte de cruauté envers une femme âgée, était devenue le catalyseur d'un mouvement bien plus large. La question qui planait dans l'air était: que réserverait le lendemain? Justice? Plus de révélations? Ou quelque chose de complètement inattendu? Le 4e jour depuis l'incident avec Madame Diop se leva sur une atmosphère électrique à Clermont-Ferrand. La ville, autrefois tranquille, semblait être à l'épicentre d'une révolution sociale à l'échelle micro. Dès les premières heures du matin, une nouvelle bouleversante secoua la communauté. Monsieur Ousmane Diop était réapparu, et d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le mari de Madame Diop surgit devant l'hôtel de ville, accompagné d'un groupe diversifié de personnes, avocats, journalistes d'investigation et, étonnamment, quelques policiers à la retraite. Dans ses mains, Monsieur Diop tenait un épais dossier rempli de documents. « Ce qui est arrivé à ma femme a été la goutte d'eau », déclara-t-il, sa voix ferme malgré son âge avancé. Mais la vérité, c'est que cela se produit depuis des années, pas seulement ici, mais dans tout le pays. Et aujourd'hui, nous avons des preuves. C'est alors que le véritable impact de la disparition de M. Diop fut révélé. Pendant les jours où il avait été absent, il avait rassemblé un groupe de personnes déterminées à exposer des années de corruption, d'abus de pouvoir et de discrimination raciale systématique dans la ville. Les documents que M. Diop présentait étaient explosifs. Il y avait des registres de pots de vin, des ordres pour diriger des actions policières contre des communautés spécifiques et même des preuves de manipulation des statistiques criminelles pour maintenir certains quartiers sous surveillance constante. La révélation provoqua un tumulte immédiat. Les journalistes se pressaient autour de M. Diop, tandis que sur les réseaux sociaux, le hashtag #DiopHeroes devenait rapidement une tendance nationale. À l'hôpital, Madame Aminata Diop regardait la conférence de presse à la télévision, des larmes de fierté coulant sur son visage ridé. « C'est mon Ousmane », murmura-t-elle, serrant la main de sa petite fille Sophie. « J'ai toujours su qu'il ferait ce qui est juste. » La réaction des autorités fut rapide et chaotique. Le maire convoqua une réunion d'urgence, tandis que le commandement de la police entrait en mode gestion de crise. Le commandant Lefebvre, qui avait déjà décidé de coopérer avec les enquêtes, se sentait maintenant validé dans sa décision. « C'est plus grand que nous tous », déclara-t-il à ses subordonnés. « Il est temps de vraiment nettoyer la maison. » Pendant ce temps, dans les rues, une nouvelle vague de manifestations prenait forme. Cette fois, cependant, le ton était différent. Il y avait un sentiment d'espoir.
que finalement un vrai changement pourrait se produire. L'imam Karim émergea une fois de plus comme une voix de raison et d'unité. C'est un moment de transformation, prêcha-t-il à une foule rassemblée sur la place centrale. Mais nous devons nous rappeler que le vrai changement commence en chacun de nous. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de justice et de réconciliation. Au fil de la journée, les répercussions des révélations de M. Diop se propageaient comme des ondes. Au niveau national, le gouvernement annonça une task force pour enquêter sur les allégations. À l'échelle nationale, le cas de Clermont-Ferrand commençait à être cité comme un exemple de la nécessité de réformes profondes dans les institutions de sécurité publique. En fin d'après-midi, M. Diop put enfin rendre visite à Madame Aminata à l'hôpital. Les retrouvailles furent émouvantes, retransmises en direct par plusieurs chaînes de télévision. « Ma chérie, » dit Ousmane, tenant les mains de sa femme, « j'espère que tu pourras me pardonner d'avoir disparu ainsi. Mais je devais le faire, pour toi, pour nous, pour tous ceux qui ont souffert comme nous. » Madame Diop, avec un sourire serein, répondit « Il n'y a rien à pardonner, mon amour. Tu as fait ce qui devait être fait. Je suis fier de toi. » Ce moment touchant captiva le cœur du pays. Sur les réseaux sociaux, l'histoire de Monsieur et Madame Diop devint un symbole de résistance, d'amour et de quête inlassable de justice. Le soir, alors que la ville commençait enfin à se calmer, un sentiment de changement flottait dans l'air. L'affaire, qui avait commencé par un acte de cruauté envers une femme âgée noire, s'était transformée en un catalyseur pour une révolution sociale à l'échelle locale, avec le potentiel de résonner bien au-delà des frontières de Clermont-Ferrand. La question que tout le monde se posait maintenant était « Que se passerait-il ensuite ? Comment cette vague de changement se déroulerait-elle dans les jours et semaines à venir ?» Et, plus important encore, serait-il possible de maintenir cet élan pour créer des changements durables? Les jours qui suivirent les révélations de M. Diop furent marqués par une intense activité à Clermont-Ferrand. La ville, autrefois un point presque oublié sur la carte, était maintenant au centre de l'attention nationale. Un microcosme des tensions et des espoirs qui imprégnaient tout le pays. La task force annoncée par le gouvernement arriva en ville en grande pompe. Dirigée par Maître Claire Dubois, une juge d'instruction connue pour son intégrité et sa détermination, l'équipe commença immédiatement à éplucher les documents présentés par M. Diop et à recueillir des témoignages. « Nous sommes ici pour faire justice, pas pour pointer du doigt », déclara Maître Dubois lors de sa première conférence de presse. « Notre objectif est de comprendre comment nous en sommes arrivés là et, plus important encore, comment nous pouvons garantir que cela ne se reproduise plus jamais. » Alors que les enquêtes avançaient, les conséquences des révélations commencèrent à se manifester de manière inattendue. Plusieurs officiers de police, se sentant sous pression, commencèrent à présenter leur démission. D'autres, inspirés par le courage de M. Diop et du commandant Lefebvre, se portèrent volontaires pour témoigner sur les pratiques abusives dont ils avaient été témoins ou auxquelles ils avaient participé. À la mairie, l'ambiance était à l'appréhension. Le maire, qui avait initialement tenté de minimiser le scandale, se retrouvait maintenant acculé. Des rumeurs d'une possible démission commencèrent à circuler, alimentées par des fuites selon lesquelles son nom apparaissait dans certains des documents présentés par M. Diop. Pendant ce temps, Madame Aminata Diop sortait de l'hôpital, retournant chez elle au milieu d'une véritable procession de sympathisants. Sa résidence, autrefois un foyer modeste et tranquille, était maintenant un point de pèlerinage pour les militants, les journalistes et les citoyens ordinaires qui voulaient exprimer leur solidarité. « Je n'aurais jamais imaginé vivre pour voir quelque chose comme ça », commenta Madame Diop, assise sur son balcon, observant l'agitation dans la rue. « C'est triste qu'il ait fallu tant de souffrance, mais peut-être que maintenant les choses peuvent vraiment changer. » L'histoire de Clermont-Ferrand commença à inspirer des mouvements similaires dans d'autres villes. Des groupes de citoyens, encouragés par l'exemple de M. Diop, commencèrent à s'organiser pour enquêter et dénoncer des cas d'abus policiers et de corruption dans leur propre communauté. Cependant, tout n'était pas rose.
Au fur et à mesure que les enquêtes progressaient et que de plus en plus de noms étaient impliqués, une vague de tension commença à monter dans la ville. Des menaces voilées commencèrent à circuler, visant des témoins clés et même des membres de la task force. Monsieur et Madame Diop, désormais symboles involontaires d'un mouvement plus large, durent accepter une protection policière. L'ironie de la situation n'échappa à personne. Les mêmes policiers qui, quelques jours auparavant, étaient considérés avec méfiance, étaient maintenant chargés de protéger les catalyseurs du changement. Au milieu de ce tourbillon, des histoires individuelles de courage et de rédemption commencèrent à émerger. L'agent Thomas Dubois, le policier responsable de l'attaque initiale contre Madame Diop, surprit tout le monde en demandant à témoigner publiquement. « Ce que j'ai fait est impardonnable », déclara-t-il, sa voix empreinte d'émotion. « Mais je veux utiliser mon expérience pour aider à changer le système de l'intérieur. Si on m'en donne la chance, je consacrerai le reste de ma vie à réparer le mal que j'ai causé. » À mesure que la semaine touchait à sa fin, Clermont-Ferrand se trouvait dans un état de profonde transformation. L'affaire, qui avait commencé par un acte de cruauté, était devenue le catalyseur d'une révolution sociale qui promettait de remodeler non seulement la ville, mais potentiellement de servir de modèle pour des changements à l'échelle nationale. La question qui planait dans l'air était: cette vague de changement serait-elle durable ? Ou une fois les projecteurs éteints, les vieilles pratiques reviendraient-elles s'installer? Monsieur et Madame Diop, assis sur leur balcon à la tombée de la nuit, contemplaient ces questions en silence, leurs mains entrelacées, symboles vivants de résistance, d'amour et de quête éternelle de justice. Dans les semaines qui suivirent, Clermont-Ferrand devint un véritable laboratoire de transformation sociale. La vague de changement, initiée par l'incident avec Madame Diop et les révélations de Monsieur Diop, continuait de s'étendre, affectant tous les aspects de la vie dans la ville. La task force dirigée par Maître Claire Dubois travaillait sans relâche. Chaque jour apportait de nouvelles révélations, mettant au jour des années de mauvaise conduite et de corruption systémique. L'impact de ces découvertes se faisait sentir bien au-delà des limites de la ville, provoquant des discussions au niveau national sur la réforme de la police et la justice raciale. Au milieu de ce tourbillon, Monsieur Diop émergea comme une figure de leadership inattendue. À 75 ans, il se retrouva propulsé en première ligne du mouvement pour le changement, sa voix calme et déterminée résonnant dans les réunions communautaires et les interviews médiatiques. « Je ne suis ni un politicien ni un militant », déclara-t-il dans un discours émouvant sur la place centrale. « Je suis juste un homme qui aime sa femme et sa communauté. Si j'ai pu faire quelque chose, imaginez ce que nous pouvons tous accomplir ensemble. » Madame Aminata Diop, quant à elle, devint un symbole de résilience. Sa récupération physique était suivie de près par toute la ville. Et chacune de ses apparitions publiques était accueillie par des applaudissements et des manifestations d'affection. Elle utilisait sa nouvelle plateforme pour parler de l'importance de l'éducation et du dialogue dans la lutte contre le racisme. « Nous ne pouvons pas changer le passé », disait-elle, « mais nous pouvons et nous devons façonner l'avenir, et cela commence avec nos enfants. » Inspirée par ces paroles, la communauté se mobilisa pour créer des programmes éducatifs axés sur la sensibilisation raciale et la citoyenneté. Les écoles locales commencèrent à réviser leurs programmes, intégrant des discussions sur l'histoire des minorités en France et les droits civiques. Dans la sphère politique, les changements étaient tout aussi dramatiques. Le maire, impliqué dans les enquêtes, démissionna de son poste, déclenchant une élection spéciale. De manière surprenante, un groupe de jeunes militants, dont beaucoup étaient directement inspirés par les événements récents, s'unit pour former une liste progressiste promettant une nouvelle ère de transparence et de justice sociale. Au sein de la police, une révolution silencieuse était en cours. Sous la direction du commandant Lefebvre, maintenant promu commissaire, de nouveaux protocoles de formation furent mis en place, mettant l'accent sur les droits de l'homme et la police de proximité. L'agent Thomas Dubois, tenant sa promesse de rédemption, devint un instructeur clé dans ces nouveaux programmes, partageant son expérience comme un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. « Nous reconstruisons la confiance »,
jour après jour, affirma le commissaire Lefebvre dans une interview. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est nécessaire. La transformation de Clermont-Ferrand n'échappa pas au reste du pays. Des journalistes, des chercheurs et même des politiciens d'autres régions commencèrent à visiter la ville, cherchant à comprendre et éventuellement à reproduire le modèle de Clermont, comme on l'appelait désormais. Cependant, tout n'était pas rose. Au fur et à mesure que les enquêtes avançaient, révélant des connexions avec des figures puissantes au niveau régional et même national, la pression sur la ville augmenta. Des menaces voilées commencèrent à apparaître, ciblant les principaux acteurs du changement. Monsieur et Madame Diop, maintenant sous protection constante, refusaient de se laisser intimider. « Nous avons vécu dans la peur pendant trop longtemps », déclara Monsieur Diop lors d'une conférence de presse. « Il est temps de se lever et de se battre pour ce qui est juste. » La communauté se rassembla autour du couple et d'autres leaders du mouvement. Des veillées furent organisées, des manifestations pacifiques avaient lieu régulièrement, et un réseau de soutien mutuel se forma, prouvant que la solidarité était plus forte que la peur. À mesure que l'été cédait la place à l'automne, Clermont-Ferrand se trouvait à un point de basculement. Les changements initiés au cours des mois précédents commençaient à se solidifier en de nouvelles structures et pratiques. Mais le chemin à parcourir restait incertain. Par une fraîche soirée d'octobre, Monsieur et Madame Diop s'assirent sur leur balcon comme ils le faisaient tous les soirs. En observant les rues de leur quartier, maintenant plus vivantes et accueillantes que jamais, ils réfléchissaient à l'incroyable voyage qu'ils avaient entrepris. « Penses-tu que ça va durer, mon vieux ?» demanda Madame Diop, sa voix chargée d'espoir et d'une pointe d'appréhension. Monsieur Diop serra doucement la main de sa femme. « Je ne sais pas, ma chérie, mais je sais que nous avons planté une graine. Et avec des soins et du dévouement, elle peut grandir en quelque chose de beau et de durable. » Tandis que le couple contemplait l'avenir, la ville autour d'eux poursuivait sa transformation. Témoignage vivant du pouvoir de la résistance, de l'unité communautaire et de la quête inlassable de justice. L'automne à Clermont-Ferrand apporta avec lui non seulement un changement de saison, mais aussi une période de consolidation et de nouveaux défis pour la ville en transformation. 6 mois après l'incident qui avait déclenché une révolution locale, la communauté se trouvait à un moment crucial. La task force, dirigée par Maître Claire Dubois, arrivait à sa phase finale. Le rapport préliminaire, qui avait fuité dans la presse, révélait un tableau complexe de corruption systémique qui allait bien au-delà des frontières de la ville. Les ramifications atteignaient les hauts échelons du gouvernement régional et même national. Ce que nous avons découvert ici n'est que la partie émergée de l'iceberg, déclara Maître Dubois lors d'une conférence de presse. Mais nous avons également trouvé des exemples inspirants d'intégrité et de courage qui nous donnent espoir pour l'avenir. La publication du rapport déclencha une nouvelle vague de protestations et de débats dans tout le pays. Clermont-Ferrand, autrefois une ville oubliée, était maintenant considéré comme un symbole de résistance et de réforme. Localement, les changements continuaient de se dérouler. L'élection spéciale pour la mairie, tenue le mois précédent, avait abouti à une victoire surprenante pour la liste progressiste menée par de jeunes militants. Amina Ben Ali, une avocate des droits de l'homme de 35 ans, devint la plus jeune maire de l'histoire de la ville. « Notre travail ne fait que commencer », déclara Amina dans son discours d'investiture. « Nous allons transformer Clermont-Ferrand en un modèle de gouvernance transparente et équitable pour toute la France. » Au sein de la police, le commissaire Lefebvre poursuivait sa mission de réforme. Le nouveau programme de formation, axé sur les droits de l'homme et la police de proximité, commençait à montrer des résultats prometteurs. Les incidents d'abus policiers avaient considérablement diminué et la confiance de la communauté envers les forces de l'ordre commençait lentement à se rétablir. Monsieur et Madame Diop, devenus malgré eux des célébrités locales, continuaient de jouer un rôle actif dans la communauté. Ils étaient devenus des mentors pour les jeunes militants et étaient fréquemment invités à s'exprimer dans les écoles et lors d'événements communautaires.
Il n'est jamais trop tard pour faire la différence, disait souvent Madame Diop aux jeunes. Chacun d'entre vous a le pouvoir de changer le monde, en commençant par sa propre communauté. Cependant, tout n'était pas victoire. À mesure que les enquêtes s'approfondissaient et menaçaient des personnalités puissantes, la résistance commença à s'intensifier. Des tentatives de discréditer le mouvement de réforme apparurent dans les médias nationaux et des rumeurs d'ingérence politique dans les enquêtes commencèrent à circuler. La mère Amina Ben Ali fit face à son premier grand test lorsque des fonds gouvernementaux promis pour des programmes sociaux furent soudainement gelés, apparemment en représailles aux révélations de la Task Force. « Ils peuvent essayer de nous étouffer financièrement », déclara Amina lors d'une assemblée municipale bondée. « Mais ils ne peuvent pas tuer notre esprit. Nous trouverons un moyen. » La communauté répondit par une impressionnante démonstration de solidarité. Des campagnes de financement participatif furent lancées. Des entreprises locales s'offrirent pour parrainer des programmes communautaires et un réseau de soutien mutuel se renforça. Au milieu de ces défis, une nouvelle inattendue apporta un nouveau souffle à la lutte. L'affaire de Clermont-Ferrand avait attiré l'attention d'organismes internationaux de défense des droits de l'homme. Une délégation des Nations Unies annonça qu'elle visiterait la ville pour étudier son modèle de réforme et éventuellement l'utiliser comme exemple dans d'autres parties du monde. Cette nouvelle insuffla une nouvelle vague d'enthousiasme et de détermination dans la communauté. La perspective que leur lutte locale puisse avoir un impact global raviva l'esprit de nombreuses personnes qui commençaient à se sentir fatiguées. Par une soirée étoilée de novembre, Monsieur et Madame Diop se promenaient main dans la main dans le parc central de la ville, récemment rénové grâce à un effort communautaire. En observant les familles réunies, les enfants jouant librement et les groupes de jeunes discutant avec animation de politique et de changement social, le couple échangea un regard de compréhension mutuelle. « Regarde ce que nous avons commencé, ma chérie », dit Monsieur Diop, sa voix chargée d'émotion. Madame Diop serra la main de son mari, ses yeux brillants d'un mélange de fierté et de détermination. « Et ce n'est que le début, mon amour. Ce n'est que le début. » L'hiver arriva à Clermont-Ferrand, apportant avec lui un air d'attente et de tension. Presque un an après l'incident qui avait changé le cours de la ville, le moment décisif approchait enfin. La task force de Maître Claire Dubois s'apprêtait à présenter son rapport final, et les implications promettaient d'ébranler non seulement la ville, mais tout le pays. La veille de la présentation du rapport, la ville bouillonnait d'activités. Des journalistes de toute la France et même de l'étranger remplissaient les hôtels locaux. Des militants organisaient des veillées et des manifestations pacifiques. La police, sous le commandement du commissaire Lefebvre, était en état d'alerte maximale, déterminée à assurer la sécurité de tous. Monsieur et Madame Diop, figures centrales de cette saga, passèrent une nuit blanche, leurs esprits remplis de souvenirs et d'espoir pour l'avenir. Qui aurait cru qu'à notre âge, nous serions au cœur d'une révolution ? Commenta Madame Diop, sa voix mêlant fatigue et excitation. Le lendemain matin, l'auditorium municipal était comble. La tension était palpable. Maître Claire Dubois monta sur scène, son visage un masque de détermination. « Ce que nous avons à présenter aujourd'hui, commença-t-elle, n'est pas seulement un rapport. C'est un appel à l'action, un témoignage de la corruption systémique qui a rongé nos institutions, mais aussi une preuve du pouvoir de la résistance et du changement. » Les révélations qui suivirent furent explosives. Le rapport exposait un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de Clermont-Ferrand, impliquant des dizaines de politiciens de haut rang, d'hommes d'affaires influents et même des membres de la justice. Mais plus que cela, le document mettait également en lumière les efforts de réforme et les histoires de courage de citoyens ordinaires qui s'étaient dressés contre le système. Au fur et à mesure que Maître Dubois détaillait ses découvertes, l'atmosphère dans l'auditorium oscillait entre choc, indignation et, étonnamment, espoir. Lorsqu'elle mentionna le rôle crucial de Monsieur et Madame Diop dans le déclenchement de tout le processus, la salle éclata en applaudissements. Cependant, le moment le plus impactant était encore à venir.
Vers la fin de sa présentation, Maître Dubois fit une annonce inattendue. Sur la base de nos découvertes, le parquet national financier lance des procédures contre 37 individus, dont 3 présidents de région, 12 députés et 5 sénateurs. De plus, nous recommandons une révision complète des procédures policières au niveau national, en utilisant le modèle développé ici, à Clermont-Ferrand, comme base. Le silence qui suivit fut assourdissant, bientôt brisé par une vague de réactions. Des cris de surprise, des larmes de soulagement et même quelques protestations indignées résonnèrent dans l'auditorium. Au milieu du chaos, la mère Amina Ben Ali monta sur scène. Sa voix, ferme et claire, coupa le tumulte. Aujourd'hui est un jour historique, non seulement pour Clermont-Ferrand, mais pour toute la France. Ce qui a commencé par un acte de cruauté envers l'une de nos citoyennes les plus respectées s'est transformé en un mouvement de changement national. Mais notre lutte ne s'arrête pas là. En fait, elle ne fait que commencer. Les mots d'Amina électrisèrent la foule. De leur place au premier rang, Monsieur et Madame Diop échangèrent un regard, leurs yeux brillants d'un mélange d'émotions, fierté, espoir et une pointe d'appréhension pour ce qui allait suivre. Dans les jours qui suivirent, Clermont-Ferrand se retrouva au centre d'une tempête médiatique. Les révélations du rapport dominèrent les gros titres nationaux. Des manifestations éclatèrent dans plusieurs grandes villes, exigeant des réformes similaires à celles mises en œuvre dans la petite ville auvergnate. La réaction de l'establishment politique fut rapide et furieuse. Des menaces de poursuites pour diffamation, des tentatives de discréditer la task force et même des insinuations d'intervention de l'État dans la ville commencèrent à circuler. Mais la communauté de Clermont-Ferrand, forgée dans la lutte des derniers mois, resta unie. Lorsque des rumeurs de possibles représailles violentes contre les leaders du mouvement commencèrent à se répandre, la réponse fut immédiate. Des centaines de citoyens formèrent une chaîne humaine autour de la mairie et des résidences des figures clés, y compris la maison de Monsieur et Madame Diop. Lors d'une soirée tendue, avec la ville au bord d'un point de basculement, Monsieur Diop sortit sur son balcon pour s'adresser à la foule rassemblée dans sa rue. Sa voix, amplifiée par un mégaphone, résonna dans la nuit. « Mes amis, voisins, compagnons de lutte, le chemin devant nous ne sera pas facile, mais regardez autour de vous, voyez ce que nous avons construit ensemble. Aucun politicien corrompu, aucun système injuste ne peut vaincre un peuple uni. La France se réveille, et tout a commencé ici, avec chacun d'entre vous. » Les paroles de Monsieur Diop furent accueillies par une ovation assourdissante. À ce moment-là, il devint clair que, quoi qu'il arrive ensuite, la transformation initiée à Clermont-Ferrand ne pouvait plus être contenue. Les mois qui suivirent la présentation du rapport de la Task Force furent intenses et transformateurs, non seulement pour Clermont-Ferrand, mais pour toute la France. La petite ville auvergnate, autrefois oubliée, était maintenant l'épicentre d'une révolution sociale et politique qui se propageait dans tout le pays. Les enquêtes initiées à Clermont-Ferrand déclenchèrent une série d'opérations anti-corruption à l'échelle nationale. Des politiciens de haut rang furent mis en examen, des hommes d'affaires influents furent arrêtés et une vague de réformes commença à balayer les institutions gouvernementales. Dans la ville, la mère Amina Ben Ali poursuivait son travail inlassable, mettant en œuvre des politiques innovantes de transparence et de participation citoyenne. Le modèle de police de proximité développé par le commissaire Lefebvre fut adopté par d'autres villes, devenant un cas d'école national. Monsieur et Madame Diop, bien que fatigués après des mois de lutte, restaient une source d'inspiration pour beaucoup. Ils furent invités à donner des conférences dans des universités, à participer à des émissions de télévision et même à une audience spéciale avec le président de la République. Il n'est jamais trop tard pour faire la différence, était devenue la devise officieuse de la ville, faisant écho aux paroles de Madame Diop. Un an après l'incident initial, Clermont-Ferrand célébra sa transformation par un festival de la citoyenneté. Les rues étaient décorées de banderoles colorées, la musique emplissait l'air, et des citoyens de tous âges participaient à des ateliers, des débats et des présentations culturelles.
Sur la scène principale de la place centrale, Monsieur et Madame Diop, flanqués de la mère Amina, du commissaire Lefebvre et de maître Claire Dubois, s'adressèrent à la foule. « Il y a 1 an, nous étions divisés par la peur et la méfiance », déclara Monsieur Diop la voix émue. « Aujourd'hui, nous sommes unis par l'espoir et la détermination de construire un avenir meilleur. » Madame Diop, les larmes aux yeux, ajouta « Ce qui m'est arrivé était terrible, mais regardez ce qui est né de cette douleur. Nous avons transformé la tragédie en triomphe, la haine en amour. » La foule applaudit avec enthousiasme, beaucoup avec des larmes aux yeux. À ce moment-là, il était clair que Clermont-Ferrand était devenu plus qu'une ville réformée. C'était un symbole d'espoir pour tout le pays. Alors que la nuit tombait et que des feux d'artifice illuminaient le ciel, Monsieur et Madame Diop marchaient main dans la main sur la place. Ils s'arrêtèrent un moment, observant les familles réunies, les jeunes discutant avec animation de politique, les policiers conversant amicalement avec les citoyens. « Regarde ce que nous avons fait, ma chérie », dit Monsieur Diop, serrant la main de sa femme. Madame Diop sourit, ses yeux brillant d'un mélange de fierté et d'espoir. « Non, mon amour, regarde ce que nous avons tous fait ensemble. » Et ainsi, sous un ciel étoilé, Clermont-Ferrand continuait son voyage, non plus comme une ville oubliée, mais comme un phare d'espoir et de changement pour toute la France. 5 ans se sont écoulés depuis les événements qui ont transformé Clermont-Ferrand. La ville, désormais reconnue internationalement comme un modèle de réforme et de participation citoyenne, continue d'inspirer des changements à travers la France. Monsieur et Madame Diop, bien que plus âgés, restent actifs dans la communauté, guidant une nouvelle génération de leaders. Leurs histoires sont enseignées dans les écoles comme des exemples de courage et de persévérance. Par un après-midi ensoleillé, le couple visite le nouveau musée de la transformation sociale. Devant une exposition qui raconte leur histoire, Madame Diop murmure à Monsieur Diop « Regarde mon amour, notre lutte est devenue de l'histoire, mais le changement que nous avons initié continue de vivre. » Chers spectateurs, si vous avez suivi jusqu'ici, votre voyage avec Monsieur et Madame Diop est terminé. Mais la réflexion que cette histoire suscite ne fait que commencer. Si ce récit a touché votre cœur et vous a fait réfléchir sur le changement social, la justice et le pouvoir de l'action collective, ne laissez pas ce sentiment s'évanouir. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez « J'ai regardé jusqu'à la fin » pour montrer votre soutien et votre engagement. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo de l'écran final qui apparaîtra bientôt. Vous y trouverez plus de contenus inspirants qui poursuivront cette importante conversation. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci d'avoir regardé.